Ok. Et on, on va travailler sur le buffer overflow aujourd'hui, typiquement sur Windows. Il y a un peu de bruit là, c'est bon? Ok. Et le buffer overflow, il y a un peu de bruit là. Ok, c'est bon maintenant. Bon, exactement, on va parcourir, on va voir des cas de buffer overflow. Bon, le buffer overflow, c'est un sujet assez vaste. Il y a beaucoup de mitigations de technologies, beaucoup de types d'exploitation. Donc, on ne pourra pas exploiter tout. Donc, on va exploiter une attaque liée au stack, donc la pile. Bon, pas la pile, il y a autre chose comme la pile, le tas, et ainsi de suite. Donc, on va travailler sur la pile, le stack. Et on va voir une technique d'exploitation de la pile aujourd'hui et puis surtout parler un peu autour. Mais d'abord, avant d'entrer dans le sujet, bon, je pense que tout le monde me connaît ici, je n'ai pas besoin de me présenter. Donc, comme il n'y a pas beaucoup de personnes, je peux appeler cette partie. Donc, leçon 1, buffer overflow. D'abord, on va revoir un peu c'est quoi un buffer overflow et puis un shellcode et faire une démonstration en fait et prendre des mots et puis bon, il y a un bonus de mon côté. Première leçon, le buffer overflow. C'est quoi exactement le buffer overflow et quoi est-ce que beaucoup de personnes dans les vulnérabilités, je ne veux pas dire récentes, mais dans des CV, les vulnérabilités que les hackers couvrent, il y a majoritairement du buffer overflow. L'exemple papa, il y a le Eternal Block, c'est du buffer overflow. Il y en a d'autres, du Keep Overflow, ainsi de suite, même dans les navigateurs, les applications Android, et Windows, Linux, firmware, partout, il y en a partout. Tant qu'il s'agit du code, on peut interagir avec. On peut stocker du code on peut stocker des données dans des buffers, enregistrer la saisie de l'utilisateur, manipuler avec les données d'entrée et puis stocker ça quelque part. Il peut y avoir une fuite de données. Donc, le problème, c'est pas vraiment la machine, c'est le développeur même. Mais à quoi c'est vraiment le buffer et il s'agit de quoi en fait? Ça se produit lorsque le volume de données dépasse la capacité de stockage de la mémoire temps. Par exemple, quand vous interagissez avec un utilisateur, ça peut être dans un navigateur, ça peut être une application sur n'importe quelle plateforme. Vous récupérez des entrées, des datas et puis vous stockez. Vous vérifiez, vous allez manipuler ces données-là. Maintenant, vous stockez ça quelque part. Maintenant, si vous faites l'erreur de ne pas bien vérifier là où vous stockez ça, vous ne pas vérifier ce que vous récupérez. Et les gens peuvent entrer n'importe quoi. Et peut-être que vous avez réservé une taille donnée à votre tampon et puis l'autre envoie des tailles. Ça envoie une donnée plus que ce que vous avez réservé. Donc, dans ce cas, on va parler du buffer overflow, du débordement du tampon ou bien dépassement du tampon buffer overflow. Donc, par exemple, ici, l'exemple qui est sur l'écran ici, on a le buffer qu'on a enregistré, 8 bytes. Maintenant, lui, là, on voit un password, 1, 2. Donc, 2 bytes en dessous de 8, 10 bytes. Donc, il y aura débordement. Donc, les 2 bytes là, ça ne sera plus dans le tableau, dans le buffer, mais ça ira. Le 1, 2 ira sur d'autres zones mémoire. Donc, ces deux bytes de zone mémoire, c'est réservé pour autre chose. Supposons que c'est réservé pour d'autres variables. Et très important, pas forcément dans l'utilisation de l'application, mais peut-être dans le fonctionnement même de l'application, il peut y avoir du bug, de segmentation forte, et ainsi de suite. Mais les hackers ont pu utiliser ça pour détourner des applications, injecter des codes, et ainsi de suite. Maintenant, quand il y a du débordement et on peut faire beaucoup de choses avec, on peut injecter des shellcodes dans l'application en cours de l'exécution et ces shellcodes la feront au sous. Mais c'est quoi un shellcode? C'est juste un bout de code, pas beaucoup forcément, qui permet d'exécuter un shell, des commandes données.
Donc, un ensemble d'instructions qui exécute une commande dans un logiciel pour prendre le contrôle ou exploiter une machine compromise. Tout simplement. Donc, une suite de code qu'on envoie dans une application pour exécuter des commandes et avoir un shell et ainsi de suite. C'est tout simplement ça. Et toujours avec le buffer overflow, on peut avoir ça. Donc, on regarde directement sur la démonstration. J'ai pris une machine Brainpound là. Et j'ai pensé qu'on pourrait travailler un peu sur ça. Donc, la machine est ici, j'ai démarré ça ici. J'ai téléchargé ça sur Hub. Donc, j'ai lancé ça. Donc, venir ici, je peux chercher l'adresse IP de ma machine, Python, Usenet, Score. Je crois que ça c'est un peu. Je fais carrément, c'est pas rapide. Ok, j'ai ça déjà. Sur la machine là, c'est l'IP de la machine Brainpound que j'ai téléchargé, j'ai posté. Donc je vois qu'il y a deux ports, le port 9999 et 10 000. Je vais essayer de faire un zip sur ça à chaque fois, à chaque truc pour voir ce qu'il y a là. Donc ici, je vois qu'il y a un web ici, sur le 10 000 et sur le 9999. Ton écran semble statique. Allô? Allô? Ton écran semble statique, quoi. Ça ne bouge pas, c'est ça? On ne voit plus. On voyait avant, mais on ne voit plus. Je vois. Moi, je vois. Salut, c'est peut-être plutôt. Salut, Allô, c'est plutôt. bon? Après, c'est moi alors. Ok. Bon, vous voyez le déplacement de. Je tape des trucs, vous voyez toujours. C'est bon, ça marche. J'ai tapé vous voyez. Oui, c'est bon, tu peux continuer. Ok. Oh. Donc, j'ai fait un essai sur le port 9999. Ça me demande compte ou Brainpound, enter des passwords. Donc, j'ai entré mon password qui me dit assez refusé. Donc, j'ai ici et ici. Donc, je vais fouiller un peu la machine pour voir si je peux trouver un binaire. Donc j'ai fait un éto sur ça pour voir. Sur le web là, pour voir s'il y a quelques informations stockées là-bas. Pour m'intéresser peut-être. Après, maintenant, si je vois rien, je peux aller directement sur mon navigateur. Est-ce que tu peux agrandir la police de ton terminal? Ok. C'est bon? On voit maintenant. C'est bon là, c'est bon. Oui. Ok. Mm-hmm. Du coup, j'ai directory indexing fond. Donc, il y a quelque chose là. Je peux essayer de faire un peu sur ça pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je crois que c'est ça, mais. C'est mon envie.
Ok. Quand je fais un cœur sur ça directement, ça me dit, ça m'affiche ça là. Donc, print.exe, ça me donne ça. Je vais essayer de télécharger ça. Ici, donc, j'ai pris le binaire ici, je vais essayer. Bon, je sais pas ce qui est dedans, c'est un entreface. C'est un peu 32 Windows, un binaire Windows. Je vais envoyer sur mon desktop ici. Et je vais essayer ça pour voir. Donc, je quittera ici. Je vois le code, ce que ça fait, et ainsi de suite. Peut-être exécuter ça sur ma machine, voir si c'est vulnérable à quoi que ce soit. Travailler un peu sur ça. C'est l'analyse et la décompilation. J'attends un peu pour que la décompilation se termine. Et je vais aller sur ça. Bon, ici, je vais essayer de dire ici, c'est déjà terminé là-bas. Donc, je vois plein de fonctions ici. Je vais juste entrer Android. Bon, à quoi ça sert le Android? Bon, je ne suis pas allé chercher le menu ici de suite. Je suis allé directement chercher le Android. Le Android, c'est ça qui démarre, je vais dire, c'est la première fonction qui démarre le menu. Donc, ce n'est pas le menu qui démarre la fonction directement. Quand le binaire est exécuté, le code, l'interpréteur, l'interpréteur du binaire, il comprend le binaire et exécute les instructions. Lui, c'est directement ici, il commence par lire les instructions directement de cette fonction. Parce que c'est cette fonction qui est reconnue directement dans le code d'assemblage. Donc, ce qu'on écrit en C, d'abord, c'est traduire le compilateur. Quand on compile ça, le compilateur compile ça, traduit ça en un fichier objet. Donc, dans le fichier objet, s'il n'y a pas les fonctions et main ou ce qu'on avait entré qui sont au début, donc c'est ça là. Et les autres viendront ça là maintenant après les autres fonctions de Android. Donc, quand je viens dans Android, je vois le main, le site app-tech et aussi le main CSS startup. Donc, c'est notre main ici. Donc, dans ça là, ça, le main et CR startup, c'est lui maintenant qui, c'est comme quand vous prenez un fichier LF, ça, il y aura un start libc, un truc du genre. Le start libc qui prendra en argument et le main et aussi le ACV et ACV, ainsi de suite. Donc, si vous codez un peu en C, vous pouvez comprendre de quoi je parle. Donc, il y aura le main ici. Donc, le Android, ça c'est typiquement pour l'assembleur. Et après le Android, on va voir les fonctions de haut niveau. Et ici, il y a main CSS startup. Donc, sous Linux, par exemple, vous pouvez avoir un libc quelque chose façon chez Camon. Donc, il va lancer notre main avec les arguments AXC et puis les chats qu'on entre aussi, on devait lancer des arguments, on devait envoyer des paramètres ou arguments quand on exécute le binaire, ainsi de suite. Donc, quand on regarde dans ce main-là, on va voir le code de notre binaire même, de la fonction main directement, avec accès, ainsi de suite. Ce qui était récupéré en haut là-bas.
Maintenant, j'ai essayé de lire un peu le code qui est ici. Allô? Est-ce que vous pouvez faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît? Ou vous mettez. Ok, c'est bon maintenant. Ici, il y a des chaînes, ainsi de suite. Donc, je vais essayer de faire NC encore sur ça. Pour voir si le code qu'on a là, est-ce que ça correspond exactement? Donc, je vais faire un NC 9900. Donc, un pan, welcome, ainsi de suite. Donc, ça correspond exactement à notre au code qui est ici. Donc, on peut continuer. Donc, on est dans le menu. On peut checker les fonctions, comprendre le code et évoluer. Donc, quand on lit depuis le début jusqu'à ce niveau, c'est un programme qui est basé sur les sockets. Donc, le port ici, 9999. Ça fait un bin sur ce port-là. Et des prints. Ici, il y a un while. C'est depuis ici qui nous intéresse. Donc, c'est un serveur qui prend beaucoup de connexions. Donc, on receive connections et ainsi de suite. Ça envoie quelque chose chez vous, ce qui est le banner qu'on vient de voir tout à l'heure. Et après, ça récupère des data. Les data que ça récupère, ça envoie ça à cette fonction. Donc, receive, send, receive. Et ça envoie ça dans une while. Donc, dans ce receive là, on reçoit ça dans ce qu'on envoie ça copie ça dans 3FC. Et 3FC, c'est envoyé dans la fonction getReply ici. Le cas 3FC. Donc, on va checker ce qui est dans ce getReply là. Dedans, ce qui est envoyé à la fonction se met dans le paramètre one. Donc, on crée un buffer de 120 bytes. Et puis ici, la taille, on met ici string copy. Ok, string copy. On copie le paramètre one à notre local 20C. Cette copie là, c'est pas bon. Normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Une copie est sécurisée. Donc ici, on n'a même pas vérifié la taille de ce que on a envoyé. Donc l'utilisateur lambda, on n'a pas vérifié. On a créé juste un tableau, un buffer de 120 bytes. On n'a pas vérifié ce que l'utilisateur envoie. Là, on va checker est-ce que la taille, ça va directement à 119 bytes. Oui, il faudrait que ça soit à 519 bytes. Donc, 519 bytes, ça ne doit pas aller à 120 bytes. Donc, il y a un caractère nul qui est à la fin de chaque chaîne de caractères. Du coup, 519 bytes, on vérifie 519 bytes d'abord avant de copier dedans. Mais ici, il n'y a pas une vérification, on copie dedans directement. Donc, on peut juste essayer de faire un débordement, ça allait passer rapidement. Donc, allons checker ça pour voir. Donc, quand j'ai le binaire avec moi, je vais lancer ça sur mon PC ici, déborder, voir quoi ça sert. Donc, breakpoint. Ok, je vais mettre un bon, pas forcément. Je lance ça seulement ici. Donc, c'est déjà en cours ici. Pendule, on port 9149. Donc, on va faire un peu de fuzzing ou bien disons que on va analyser un peu le buffer overflow pour voir comment ça marche. Donc, j'ai un petit script ici qui permet de débugger, de faire du fuzzing. On va voir un peu ce que ça donne. Donc, 127.0.1 sur le port 9989. Donc, ici, mon script ici, j'ai codé en Python avec l'outil pour vous pouvez télécharger ça avec la commande pip pour installer et avec cette commande là, ça ira rapidement. Donc, premièrement, je vais envoyer un byte. Tu peux encore agrandir, augmenter la police pour qu'on voit ton script. Ok. C'est bon? Donc, pour installer cette bibliothèque-là, et pour installer pour tout, c'est tout simplement ça. Donc, from pdvl import étoile, donc je fais un remote connection sur 127.00 9940. Ici, à ce niveau-là,
Quand j'ai lancé le binaire, le brainpool pour aider dans Unity Debugger, pour le débogage, ça m'a démarré exactement le binaire. Et le binaire reçu le port 9999, Waiting for Connection. Et j'ai écrit ce script-là pour faire du débogage. Donc, ici, je me connecte au port au binaire qui reçoit ma machine. Et puis, j'affiche ce que ça m'a envoyé. Après ça, j'envoie quelque chose ici. Donc, je vais envoyer pour le moment 10 bytes pour voir ce que ça dit. Et je vais SSA interactive. Interactive, c'est pour faire des interactions. Donc, le reste, là, ça m'affiche si c'est quelque chose à faire, il faut le faire. Donc, je vais lancer un CMD ici. Donc, ça me dit, donc je suis bien sur Shinto Interactive. Mais allons regarder dans le binaire. Exactement rien de compliqué. Et il envoie le AAA. Et 10 fois que j'ai envoyé là-bas, il a envoyé ça ici. EDIS. Et il envoie le bon mot de passe qui est ici. Vraiment, c'est ça là qui est le bon mot de passe. Ça fait un compas, extrême compas, ce qui est ici, à ce qui est ici. C'est cette comparaison ça fait. Mais nous, notre but n'est pas d'aller comparer, d'aller exécuter quelque chose, non. On peut faire envoyer ça là. Dans ça va me dire permission, accepter ou accepter quelque chose. Là, ça ne nous intéresse pas. Nous, notre but, c'est d'aller analyser le binaire et trouver une vulnérabilité et l'exploiter. Donc, si c'était vérifier quelque chose, vérifier ce qui est ici pour exécuter un shell ou pour obtenir une information donnée, nous pourrons facilement copier ça et le mettre. Mais notre but n'est pas celui, c'est d'aller exécuter un shell sur la machine. C'est ça notre but. Donc, quand j'ai vu ce qui est ici, les 10, ce que j'ai fait, j'ai envoyé ici, je peux faire exécuter return. Vous voyez ici, c'est bien passé. C'était bon. Ok, c'est bon. C'est bien exécuté ou quoi, ça s'est terminé. Évidemment, sur notre terminal ici, ça met assez d'énergie parce qu'on n'a pas entendu le bon mot de passe. On va relancer un peu notre script pour voir. Mettons, au lieu de 10 là, c'était 720. Mettons 530 comme ça ou 528. On peut mettre 1000 ou quelque chose. Hein. Mettons ça pour voir. Donc je vais faire un restart. Ici, et je peux faire ça ici. Donc j'ai redémarré le serveur. Ici, je peux. Ici, c'est bien agrandi, bien sûr, il manque encore. C'est bon? Donc, C'est bon maintenant. Ok. Je vais encore entrer. On va retourner encore ici. Donc, j'ai envoyé beaucoup de choses. Donc, EDIS, c'est un registre juste de 4 bytes. Donc, ça va écraser ça. Donc, je fais un step into. Donc, c'est comme aller à l'instruction suivante. Je fais encore un step into pour voir. Ok, et donc know how to step because memory at address at 111 is not readable. Pourquoi ça dit ça? Parce que notre pointeur d'instruction EIP là, c'est venu à 411. Et bon, les AA que j'ai envoyés, un A en les A ça fait 41. Donc les A que j'ai envoyés, ça a dépassé le tableau, la taille prévue à la base pour le tableau. Ça a écrasé encore d'autres registres jusqu'à aller écraser le EIP avec AAA. Donc il y a un problème. Donc c'est pas bien contrôlé. On est capable d'aller écraser d'autres registres là-bas avec A. C'est ce qui a fait planter le programme. Donc on peut continuer d'exécuter le programme. Le programme, on doit le relancer. Donc je vais faire les 528. Maintenant, comme on est capable de contrôler le EIP, ça veut dire que si on entrait l'adresse d'une instruction dans le binaire,
l'adresse d'une instruction ou d'une fonction, ça veut dire que cette fonction, cette instruction allait être exécutée. Parce que le EIP, ça garde l'adresse de l'instruction, de la prochaine instruction à exécuter. Si par exemple, je prends un exemple terre à terre, dans GDB par exemple, ici, si on est à ce niveau, par exemple, vous voyez exactement ce qui est ici. Vous voyez, ou bien c'est tout petit. Allô? C'est petit. Ok. Bon, malheureusement, est-ce qu'on a grandi ici? Je vais checker ça pour voir. Bon, je crois que j'arrive pas. Bon, je vais juste copier. Expliquer ce que je vais expliquer. Ok, comme ça c'est bien. Donc, on a l'instruction, la première instruction, la deuxième instruction. Si on est à ce niveau ici, par exemple, le IP, si on est à ce niveau, et puis on mettait un bricot, on s'arrêtait là, à ce niveau exactement. Donc, ce qui est ici, le IP serait égal à ce qui est ici. Donc, l'adresse de la prochaine instruction est exécutée. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est ça qui va être exécuté prochainement. Maintenant, si on arrivait et quand on quitte ici, là, et on ira checker le IP et voir ce qui est dedans. Et quand on trouve cette adresse, on va jumper directement ici. Donc, sur notre machine, on ne fait pas les, je vais dire, ligne par ligne, aller ordre hiérarchique. Non. On jump, on va faire des jumps sur des adresses, même si c'est les adresses sont les unes derrière les autres, on ne va pas regarder ça. C'est juste qu'ici, on va checker et évoluer. Maintenant, si on arrivait à modifier ce registre-là, le IP là, ça veut dire qu'on pourrait exécuter toute autre fonction. Exactement. Et puis, c'est exactement ce qu'on va faire. On va essayer de modifier ce qui est ici. Allez voir, on va tester pour voir si on peut manipuler le registre EIP. Si on peut manipuler ça, ça veut dire que le jeu est cool, le jeu est volé. Donc, on a réussi déjà 90% de ce qu'on veut faire. Toujours avec le petit script de débogage là, qui est ici. Je vais faire un encodement 120 bytes. Je vais faire plus 4. Parce que, pourquoi j'ai fait un plus 4? Parce que avant dans le stack de binaire, juste avant le EIP, on a d'abord le EBP. C'est un registre. Donc, après notre tableau, on a le EBP, donc notre buffer ici. Notre buffer ici, donc notre tableau est de 120 bytes, 520 bytes moins. Et ici, donc dans la mémoire, c'est ce qui se passe en fait. Donc après le buffer 120 bytes, on va voir le EBP qui est de 4 bytes. Parce qu'on est ici, on est sur une architecture de 32 bits, donc x86, c'est à cause de ça qui est de 4 bytes. Sinon, ça ne serait pas de 4 bytes, ça serait de 8 bytes. Donc, comme on est ici à x88 avec EBP, EIP et ESP, ainsi de suite, on va prendre 4 bytes pour le EBP. Également ici, on aura 4 bytes. 4 bytes. Donc, pour manipuler ce qui est ici, là, on a juste besoin d'aller faire... Quel est le rôle de EBP? Il contient quoi? Allô? C'est comme si vous rejouez encore ce qu'on fait. Je
Je n'ai pas compris. Ah, attends. Ok, non, ça a dépassé le... Allô, allô? Allô, excusez. Hein. Allô? Luc? Oui, on te reçoit. Et tout à l'heure, il y avait une audio la vidéo a demandé, ça a excédé le temps, ça devait prendre. Je crois que c'est 90 minutes, non, ou bien 30 minutes. Donc, je vais devoir lancer une autre enregistrement. Ou bien quelqu'un peut lancer ça de son côté. Ça a excédé, ça s'est arrêté. Il faut continuer seulement. Ok, d'accord. Merci. Donc, quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, c'est quoi le rôle du registre EBP? C'est ça, hein? Juste avant que la vidéo ne démarre. Oui. Bon, et le registre EBP, ça veut dire base pointeur. Donc, BP, base pointeur. Le IP, c'est un registre, je vais dire, pointeur d'instruction. Ouais. Et, bon, en français, on va dire pointeur d'instruction. Bien sûr, j'ai oublié la traduction en anglais. Donc, pointeur d'instruction. Ici, le EBP, ça va baser. Donc, quand on va lancer un stack frame, par exemple, quand on va lancer la fonction main ici, je vais prendre main ici. Directement, l'adresse de base là, ça serait EBP. Et l'adresse qui serait en haut là, ça serait ESP. Donc, c'est fait pour délimiter un stack frame. La fonction main, quand ça va se démarrer, ça serait quand on va entrer dans la fonction main, l'interpréteur va créer un stack frame dynamiquement pour la fonction main sur l'API. Et ça serait délimité par EBP et ESP à chaque fois. Donc, si on veut quitter dedans, si on veut quitter cette fonction, ou bien si on démarre une autre fonction, par exemple, comme fin, on aura encore un truc du genre EBP et J'ai pas bien ESP. compris. J'ai pas bien compris. EBP, ESP. Oui. J'ai pas bien compris. Tu peux m'expliquer s'il te plaît? D'accord. J'ai dit, quand on exécute la fonction main, on aura l'adresse de base, quoi. Base pointeur, un pointeur de base. Donc, qui permet de dire que voilà, la fonction là, ça débute, la base de cette fonction là, c'est à ce niveau. Donc, c'est ça qui permet de dire que cette fonction commence à tel niveau, tout simplement. Le stack frame commence à tel niveau. Donc, quand on va ajouter des nouvelles instructions, on va ajouter jusqu'à venir à ESP ici. C'est bon? Donc, c'est pour délimiter un stack frame. Donc, le début d'une fonction et la fin, par exemple, l'ESP va délimiter la fin d'une fonction. Tout simplement. Ok. Donc, c'est pour délimiter. Bon, au niveau dans le code C, nous, on sait qu'on fait ces accolades-là pour dire le début, le fin. Mais en assembleur, ça ne passe pas comme ça. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Quand le programme s'exécute, c'est pas comme ça marche. Il n'y a pas accolade. Il n'y a même pas forcément les instructions que vous écrivez, ainsi de suite. Là, les choses vont s'exécuter après telle fonction, ainsi de suite. Comment est-ce que ça se passe en réalité? En réalité, on a juste le EBP et le ESP. Donc, à chaque fois, quand on vient au niveau de la première instruction, on va dans le code, par exemple, dans le code ici, on a HHJ, KJ. On va prendre l'adresse de cette instruction-là. On va mettre ça ici. Au niveau ici. Donc ça sera ici. Donc, on met ADD 0 ici, par exemple. Et ainsi de suite. ADD 1. Et si, par exemple, on est au niveau de ADD 1, le ESP du moins, ça sera à ce niveau, tout simplement. À chaque fois, ça va augmenter. Donc, on a le ESP, le EBP et le ESP, et ça augmente, ça s'élargit au fur et à mesure. Au fur et à mesure, quand on ajoute de nouvelles instructions, on parcourt et tout ce qui est ici de la fonction là. Maintenant, quand on est dans la fonction main,
et on démarre la fonction. J'ai dit main, on est dans la fonction main, on vient exécuter une fonction qui permet de faire une opération et de retourner encore dans la fonction main. C'est pour le EPP nous sert à dire, j'ai fini d'exécuter cette fonction fun là, donc je retourne ici. Donc pour savoir, le script que j'avais créé là, ça a commencé ici et ça finit ici. Donc c'est juste pour délimiter, pour savoir dans quoi on est, et puis c'est créer un espace typiquement réservé pour une fonction qui puisse s'exécuter dedans. Je crois que j'ai bien répondu à la question. Il y a des zones d'ombre toujours. Clair comme l'eau de roche. Je n'ai pas compris. Allô? Très clair. Ok, c'est bon. Donc, on peut continuer maintenant à ce niveau. Donc, je vais mettre 4 bytes pour le EPP ici. Comme on est sur une architecture 86, donc 4 bytes. Et je vais mettre un autre caractère BB par exemple. Je mets 4 ici pour voir si est-ce que ce qui est ici là, ça ira directement dans le EIP. Donc BBB ça veut dire 42 en hexadécimal. Donc je vais essayer d'exécuter ça tout simplement ici. Donc, ici tout marche bien, je vais rester. Je viens ici au niveau donc c'est ça. Je peux faire plus ici en plus. Donc j'ai lancé ça. Donc quand je viens ici par exemple, je vais dans mon EDIS, ça envoie tout ça là, et dans le ESP, ça envoie le BBBB 4 fois. Mais pour le moment, le IP, il n'y a encore rien. Je fais juste un step in pour aller juste à l'instruction suivante. Donc, je vois EIP 41, 40, 42, 42, 42, 22. Donc, on arrive vraiment à contrôler le EIP. C'est bon? C'est clair? Allô, vous êtes avec moi? Oui, c'est bon, tu peux continuer. Ok, d'accord. Donc, on arrive à contrôler parfaitement ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai 120 bytes de trucs là et de tableau. La technique qu'on va utiliser pour exploiter ce binaire, c'est simple. Bon, on va utiliser une technique de EGG Hunting. Bon, moi, j'utilise ça très couramment, mais je ne t'associe pas généralement à ça. Désolé de t'interrompre. Hein. Est-ce que tu peux comprendre comment tu as su identifier combien de bytes envoyés? Ok, merci. Bonne question. Je vais revenir encore à ce niveau ici. On a d'abord dans la fonction getReply là. Donc, quand vous connectez à socket dans le main, on a compris qu'il s'agit de sockets, donc on communique avec le programme est basé sur socket. Donc quand tu fais ANC, et le programme attend que tu lui envoies des data. Donc ici, ils ont waiting for connection. Donc il attend que tu lui envoies des données. Les données que tu envoies, lui prend ça et il envoie ça dans getReply. C'est en analysant le code là, rapidement que j'ai compris. Allons dans le main. Donc quand on vient ici, on sait que on est sur le 9949. Initialize socket, donc c'est le socket ici. On commence. Si ça ne marche pas, si le cas si ça ne marche pas, on doit créer socket et ainsi de suite. Donc, et ici c'est de bin, on va faire le bin et on va faire les configurations de connexion. C'est ça qui est de haut jusqu'à ici, là. Il y a le banner, les configurations de connexion de socket et ainsi de suite. Mais la partie la plus importante là, c'est ici. Ici, on peut voir un while. Donc, accepte. Il commence par accepter les connexions. Donc, il accepte les connexions
et puis receive connexion. Quand les connexions reçues, donc lui il crée, ici à ce niveau, il crée une plage mémoire de 1000 bytes ici. Et puis, lui envoie notre banner là. Ce qui est en haut ici, il envoie ça avec les informations et enter your password, ainsi de suite. Et il attend ici qu'on lui envoie des data. Donc, receive recv des data. Il attend qu'on envoie les data. Les data qu'on va lui envoyer, il va sauvegarder ça dans cette variable. Local 3FC. Le local 3FC là, il envoie ça à getReply. Et cette fonction, il envoie ça à cette fonction. Je ne sais pas si c'est compris jusqu'à ce niveau. Je peux continuer. Oui. Ça peut... Bon, de mon côté, quand même, oui. OK. Donc, quand c'est envoyé à getReply, et nos chaînes de caractères, ce qu'on envoie, quoi. On peut envoyer n'importe quoi. Donc, on va aller voir dans getReply. Donc, ce qu'on envoie, c'est ça qui est param1. Maintenant, quand il commence là, il crée un tableau de 120 bytes. C'est là que ça devient intéressant. Et ça copie, ça d'abord ça affiche getReply module S et ça affiche ce qu'on lui a envoyé. Donc tu peux voir ici getReply là, ce qu'on lui envoie, ça affiche ça ici. Donc c'est le code là qui est ici. C'est ça qui est en haut ici dans le printf là. Après, il copie ce qu'on lui envoie dans la variable local 26. Local 26, on sait que la taille c'est 120 bytes. Maintenant, il n'a pas vérifié si ce qu'on lui envoie c'est 120 bytes ou pas. Maintenant, dans l'architecture du binaire, quand on rentre dans une fonction, on a ce qu'on appelle notre stack frame. Donc, c'est comme la fonction getReply ici. Quand je vais prendre l'exemple là, getReply ici tout simplement. Et puis, on est dedans. Ici, on sera ici par exemple. Et on aura notre buffer, ainsi de suite. Mais quand on va quitter ici, là, on aura un EIP. N'est-ce pas? Parce que quand on quitte cette fonction-là, la fonction main va continuer. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pour ça que quand on va quitter getReply, là, et on va atteindre le RSP ici, on va revenir encore dans la fonction main. Mais dans la fonction main, il faudrait qu'on sache quelle est la prochaine instruction exécutée. On ne peut pas revenir dans la fonction main et recommencer encore depuis le début. Donc, quand vous codez là, vous tapez par exemple print quelque chose, vous faites une opération dans une fonction, vous utilisez par exemple la fonction printf quelque chose. Donc, quand le printf finit là, il faudrait que le printf puisse revenir encore dans la fonction main et continuer à revenir en bas. Exemple terre à terre. Quand on est dans cette fonction là, bon, je vais prendre la fonction main directement pour que ce soit clair. Bon, main ici. Donc, on a notre getReply qui est ici. Quand on va finir des objets, on va quitter. Le gros mot. Quand on va finir d'exécuter getReply, il faudrait qu'on réussisse à exécuter ce printf qui est en bas ici, n'est-ce pas? Maintenant, Oui, comment est-ce qu'on saura que c'est ce printf là qu'on va exécuter et non les fonctions qui sont derrière ici et non laisser ce printf là et aller directement à return ou aller directement faire ce if là. Il faudrait qu'on sauvegarde l'adresse de cette instruction printf qui est ici quoi. Tu comprends? Dans EIP. Dans EIP. Oui, voilà. Maintenant, dans ce stack frame de main là, ce stack frame de main a son propre EIP à part. Donc, quand on va quitter ici là, le EIP qui est ici, là, était ici, va changer de valeur, il va prendre le EIP qui était dans main. Donc, juste avant de venir dans la fonction getReply qui est ici, là, on a déjà sauvegardé l'instruction, l'adresse de l'instruction suivante avant d'entrer dans la fonction. Donc, ici, dans le main qui est ici, avant d'exécuter cette instruction, on a d'abord sauvegardé l'adresse de cette instruction dans EIP. Donc, ce EIP à part, c'est un autre EIP qu'on a sauvegardé. Donc, quand on rentre ici, là, on va créer encore un autre EIP, une fonction dedans, ainsi de suite. Maintenant, quand on quitte là-bas, on veut venir ici, là, on va changer l'adresse, ce qui est dans EIP là, pour que ça prenne une autre valeur. Donc, la nouvelle valeur que ça prend, c'est la valeur de cette
l'adresse de cette fonction. On est d'accord? Mais c'est pas clair. Le dernier, là, ça n'a pas compris. Bon, je reste. Quand on quitte la fonction, le getReply, pour revenir au main. Quand on est ici, là, par exemple, on aura exécuté beaucoup de choses. Oui. On est d'accord, hein? Mhm. Mais à chaque fois qu'on aura exécuté des choses là, on aura aussi besoin de EIP à ce niveau aussi. À chaque fois. Mhm. Oui. Ok. Maintenant, ce EIP là, c'est différent de l'EIP qui est ici. Parce que quand on va quitter cette fonction ici là, il faudrait qu'on retourne dans le main pour qu'on continue encore le main, quoi. Oui. On est d'accord? Donc, pour cette raison-là, avant d'entrer dans la fonction getReply, on a d'abord sauvegardé l'adresse du printf qui est là-bas, quoi. S'il y avait un printf ici là, on a d'abord sauvegardé son adresse là, ici. add printf. Donc, on va nommer ça là, autre EIP. Et ici là, on peut nommer ça new, par exemple. New, voilà, new. Donc, on va quitter ici là, et ce qui est ici là, ça va être supprimé. Donc, ça se supprime. Il faudrait qu'on arrive à recruter rapidement ce qui est ici, quoi. Tu comprends? Oui. Et on ajoute l'adresse du printf pour que ça continue à finir ici, ça exécute le printf qui est ici. Je ne sais pas si on se comprend maintenant. Maintenant, exactement, c'est au niveau du changement de ces deux trucs-là que nous, on fait notre problème, quoi. On exploite notre vulnérabilité. Au moment que ici, il va faire un return. Parce que quand tu veux quitter un programme, tu fais un return. Le return, ça peut être le ret. On fait un ret. Je vais dire un ret. Je vais aller directement en assemblée. On va faire un ret. Quand tu veux quitter un programme, tu fais un ret. En assemblée, c'est ret. Donc, dans notre main là, on peut mettre les accolades sans mettre return 0. Mais en assemblée, il y a toujours un ret. Le ret là est composé de deux instructions. Première instruction, il y a un pop. On va popper USP par exemple. Bon. Et après pop là, on va faire GMP USP. C'est ce qui est à ce niveau, dans le RED là. Le pop fait quoi? Le pop là, ça récupère ce qui est dans ça récupère dans ESP, ce qui est dans ESP. Ce qui est dans ESP, c'est ce qui est ici. Donc ce qui est dans ESP, c'est ce qui est en haut dans la pile là-bas. On se comprend. Ce qui est en haut là-bas, c'est le ordre EIP, donc l'ancien EIP. Donc on va récupérer ça, on va jumper sur ça. C'est ces deux là qui sont mis dans l'instruction RED. On se comprend. Ok. Et ça, il y a trop d'informations sans oublier. Ou bien Quand on fait pop là, la première valeur qui est sur la stack de l'ESP, ça va dans quoi? Ça va dans quel registre? EAIS. Ça va, oui. Ok, bon, d'accord. Plutôt, et c'est quoi? Jump. Ok, c'est plutôt ici. C'est plutôt jump EAIS. Ça va, quand tu fais un pop ESP, ça va dans pop ESP, ça va, on fait jump ici. Ou bien quand on fait directement la dernière valeur qui est truc là, ça va dans ESP, on va dedans. Donc ici, quand tu fais ce jump là, en fait c'est l'instruction RED qui est ici. Donc pop ESP, on peut popper ce qui est ici là dans EAIS et puis on va jumper sur ça. Mettons ça comme ça, ça marche. Ça explique ce que je dis. Est-ce que c'est vraiment compris? Donc en ce jump là-dedans qu'on vient ici, qu'on change la valeur du ordre EIP là, qu'on reprend la valeur de la prochaine instruction. Je ne sais pas si on se comprend. Ou bien ça s'embrouille trop. Bon, quelle est la manière la plus simple que j'explique? J'ai l'impression que quand j'ai commencé par parler de pop jump là, ça devient beaucoup trop. Voilà. C'est ça. Je pense qu'il faut juste que tu zapper les mnémoniques de l'assembleur là et continuer. Parce que, ok, d'accord. Je ne sais pas que c'est une mauvaise idée, mais si les gars si tout le monde ne connaissait pas ce que c'était, tu vas devoir réexpliquer d'abord les instructions et après continuer encore. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour votre aide. Donc, ici, ce qu'on va faire là, tout simplement, quand on envoie notre
et 120 bytes là, on aura le EBP et après on aura le EIP. C'est bon jusqu'à ce niveau, c'est simplement ça. C'est bon jusqu'à ce niveau. On avait dit qu'on a EBP et EIP, c'est tout simplement ça. Donc, ici on est sur les 32 bits, donc on a 4. Maintenant, pour écrire BBBB dans EIP là, on a besoin de BBBB ici dans EIP là, on a besoin des 120 bytes là, du buffer. Donc, AAA 120 fois 120 plus ça fois 4 tout simplement. Et puis ici là, on va mettre BBB. Tu dis 120, mais tu écris 520. Et 520 du moins. 520. Bon, j'écris, excuse-moi, 520. Donc AAA 520 fois. Et puis le A là, ça fait 4 fois. Et puis le EIP, ça fait BBB 4 fois. On est d'accord jusqu'à ce niveau. C'est bon à ce niveau. Oui, c'est bon. En tout cas, moi, je comprends ça. Ok. Moi, je n'ai pas compris. Bon, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Le EBP là. Bon, ce qu'on va faire là, il faut chercher une image. Il faut chercher une image de l'alliement de la pile, quoi. Là, tu vas mieux comprendre quoi. J'ai fait juste un petit schéma de l'alliement de la pile en fonction de l'exemple. Il faudrait chercher une image de l'alliement de la pile. Là, ça c'est le plus correct, quoi. Okay. Maintenant, on ne peut pas tout expliquer, je ne sais pas l'image là maintenant. En fait, ce qu'on va peut-être faire, je vais fouiller, ou bien tu vas le faire, Sadok, et envoyer une doc pour la stack frame. Parce que si quelqu'un ne comprend pas comment est ordonnée la stack frame avec à quel niveau se trouve le BP ou le IP, toutes ces instructions-là, c'est difficile de juste capter ce que tu es en train de dire encore comme ça en fait. Ok, d'accord. Je pense que de manière globale, ce que tu avais expliqué pour EBP, on avait compris ça en fait. Ok, d'accord. Mais je pense que dans mes passés, dans les méthodes passées, j'ai déjà expliqué tous ces concepts-là depuis. Et je pense que si quelqu'un a déjà suivi les méthodes qu'on a fait dans le passé, là, on a déjà largement expliqué tout ça là. C'est vrai. Donc, ici, et ça devait aller facilement. Donc, on a dans notre fonction qui est ici, et getReply là, on a 520 du moins, 520 bytes. Donc, 520. Et donc, selon l'architecture de la pile là, on a 4 bits pour le EBP et 4 bits pour le EIP. C'est tout simplement ça. Donc, pour contrôler le EIP, il faut faire ça. Il faut garder ça comme ça. Il n'y a pas qu'il y a du magie dedans. C'est comme ça, c'est créé, c'est comme ça, c'est tout simplement. Donc, ici, c'est ce que j'ai fait ici. Et j'ai obtenu un 42, 42, 42, 42 ici. Maintenant, comme on a obtenu ça, on va utiliser une technique nommée EGG printing. Cette technique, ça c'est quoi exactement? Donc, on va entrer notre shellcode quelque part en mémoire. Et puis, comme on connaît l'adresse de ce quelque part là, on peut exécuter. Par exemple, on avait dit que le EIP qui est ici, qui contient le BB 4 fois, ça prenait les adresses. Par exemple, si on entrait notre IG là, qui est notre shellcode, si on entrait ça à l'adresse 0ins, je vais faire comme ça, 0ins FFF12, 10 par exemple, et dans c'est notre X qui est notre shellcode, on mettrait ce qui est ici, là, ici. Ça veut dire que quand on vient sur le EIP du moins là, ça va exécuter notre shellcode. Parce que quand on connaît l'adresse de notre shellcode et on lance ça dans EIP, ça ira exécuter ça tout simplement. Je crois que ça peut aller. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, on va créer notre shellcode avec MSF Venom. On va injecter ça dans l'application. On peut injecter ça dans le tableau, dans le buffer.
Donc, le tableau, quand il fait la copie de là, il met ça. Ou bien, donc, les 120 bytes, ou bien aller envoyer ça quelque part d'autre. Et puis, quand on connaît l'adresse de ce quelque part d'autre là, on met ça directement ici seulement et c'est fini. Donc, pour faire simple, notre payload, ça serait quelque chose de genre. Premièrement, on va copier tout ce qui est ici. On va mettre ça ici. Donc, ici, on va mettre notre adresse là, adresse de quelque part. Adresse de quelque part. Quelque part. Et puis, ici, on envoie nos shellcodes dans le quelque part, quoi. C'est tout simplement ça. Donc, et puis, ici, juste après ce qui est ici, je vais représenter. Donc, on a notre buffer EBP, EIP, RSP et ESP. Donc, EBP, buffer, EBP, EIP, ESP. Donc, ici, les deux là, ce qui est ici là, c'est ça qui est les deux qui sont ici. Donc 120 plus 4. Les 4 là, c'est ça pour le IP là. On envoie l'adresse de notre quelque part là dans le EIP. Notre shellcode là, on envoie ça dans le RSP. Pourquoi est-ce que j'envoie ça dans le RSP? Parce que en analysant le binaire, j'ai remarqué un truc qui m'a intéressé. J'ai réussi à récupérer une instruction qui permet rapidement de faire un jump sur le ESP. Donc, ici, j'ai ça là. Donc, par exemple, comme on a un buffer EBP, EIP, ESP, je peux mettre mon shellcode dans le ESP. Et quand je connais une instruction qui permet de venir ici, là, je vais mettre cette instruction ici, tout simplement. C'est ce que je vais faire. Donc, c'est une analyse du binaire qui permet de trouver ça. Donc, on appelle ces genres d'instructions-là ces petits bouts d'instructions, on appelle ça gadgets. Donc, les petits gadgets qui sont dans le binaire. Quand on commence bien et le buffer flou niveau avancé, il y a, quand on veut faire de l'exploitation, il n'y a plus ces manières d'aller envoyer un shellcode, ça marche, non. Il y a des petits gadgets qu'on regroupe qui forment le shellcode. Mais ici, comme on est sur une exploitation basique, on a trouvé un gadget simple qui fait un jump là-bas. Donc, je vais juste récupérer l'adresse de ce gadget-là qui est 311712F3. 311712F3. Donc, l'adresse de quelque part là, c'est ça qui est là. Ici, ce que je fais, je vais mettre service, je vais mettre ça là ici et je mets mon shellcode. Dans mon shellcode, je vais devoir générer ça avec mes dashboards ou bien si je peux le créer moi-même en assembleur, je peux le faire. Donc, c'est juste notre pilote là. C'est à ça, ça ressemble. C'est ce qu'on va écrire. Ok. Donc, on va faire P32. Pourquoi c'est que j'ai fait P32? Pour convertir ce qui est ici dans un latin indien. Donc, la machine ne va pas comprendre directement ce que j'ai écrit ici. La machine va comprendre un truc du genre, quoi. Et is à l'envers F3 12 et is 12 et is 17 is 31. C'est ce que la machine va comprendre. Donc, pour faire ça directement, je n'ai pas besoin d'écrire ici. Je vais utiliser P32 qui permet de faire ça directement. C'est un module de ce package-là. Donc, je mets notre shellcode ici. Maintenant, en haut ici, je peux
je peux écrire, quand je vais générer mon shellcode, je vais mettre ça à ce niveau ici. Et puis je mets ici et tout est réglé. Maintenant, comme on est sur le RSP là, il faut faire très attention. Le ESP peut ne pas être très allié. Donc pour ça, pour ne pas mettre beaucoup d'instructions, beaucoup de gadgets là, il y a une manière pour faire ça simplement pour que ça marche. Il faut envoyer des bits nuls pour que ça fait un nul avant de venir sur le shellcode. 90 fois 16 par exemple. Donc ça va faire nul avant de venir sur le shellcode. Sinon, quand on lance ça directement comme ça, ça peut dire non, ça ne marche pas parce que ça est venu directement sur le shellcode, ça commence par exécuter des instructions. Il peut ne pas être familier. Donc il faudrait qu'on l'habitue à commencer par faire du jump dans les nuls avant de venir sur notre shellcode pour que tout soit parfaitement clair, pour que ça marche parfaitement. C'est des problèmes que quand tu écris des espoirs, on rencontre ça très couramment. Donc pour échapper à ça, pour moi le plus simple c'est d'utiliser ce qui est ici. Donc c'est notre espoir. Donc il nous reste juste le shellcode. Donc avec Metasploit là, j'ai trouvé une manière pour générer ça pour que ça puisse marcher correctement. J'ai souhaité garder ça ici pour ce mythe. Non, c'est ce qui est ici. Donc, j'ai utilisé le Windows Shell Reverse TCP et puis l'encodeur Cicada Gane et supprimer aussi les bits, les mauvais bits. C'est l'essai là que j'ai fait et puis ça a marché. Donc pour trouver le bon shellcode là, des fois Metasploit ne nous permet pas. Donc tu vas vouloir utiliser les encodeurs, supprimer les caractères, les mauvais caractères, ainsi de suite. Parce que ces caractères là, le int0, le caractère numérique ici, ça veut dire fin de la chaîne. Donc très souvent dans un tableau, quand on trouve ici là, ça veut dire que la chaîne du caractère, le tableau, et se termine ici. Donc, si on envoie ça dans notre shellcode, si notre instruction n'est pas terminée, et on rencontre ce bit là, ça va s'estomper parce qu'il se dit que la chaîne du caractère, ça s'arrête à ce niveau. Mais il faut supprimer tous ces caractères là-dedans. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vais faire tout simple, je vais vérifier mon adresse IP. Et lancer aussi mon listener pour bien faire. Donc, je commande d'abord par lancer. Je vérifie mon adresse IP. Je crois que je suis à ce niveau ici. Je mets ça ici. Je vais utiliser le port 1, 2, 3, 4 et puis je vais laisser ça comme ça et mettre ça. Donc c'est avec des essais qu'on pourra obtenir ce qui est ici. Si je vais copier ça là. Donc c'est ce que j'avais écrit de l'autre côté. Donc ici je ne vais plus mettre le 127, je vais mettre directement l'adresse de notre machine distance qu'on était en train d'exploiter. Je vais mettre directement l'adresse. Quoique j'ai encore oublié carrément. Je vais prendre d'abord le shellcode. Ça a généré avec Cicada Gane et je prends ça ici. Je mets ça ici. C'est
ça, c'est donc on a notre shellcode. Et puis, je fais un plus. Ici, c'est un plus qu'il y a ici. Donc, il faut changer l'adresse qui est ici. Donc, c'est tout parfait. Avant, je vais encore chercher l'adresse. Ok, c'est qui est ici. Après ça, je vais lancer mon listener de Metasploit ici. Use exploit multi-handler. Bon, c'est des trucs et c'est comme un rituel dans Metasploit pour pouvoir utiliser des exploits et faire un listener. C'est le payload. Je vais utiliser le payload que j'ai utilisé pour générer mon shellcode. Le payload là, c'est ça qui est ici. Windows Shell Reverse TCP. Après ça, je vais faire site lhost. Je vais mettre ça sur mon interface ETH0. C'est le port. Le port là, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais faire un roll. Donc ça attend la connexion. Donc si je vérifie ici que tout est parfait, tout marche bien, ainsi de suite, je peux lancer maintenant mon script. Donc ici c'est venu ici, donc ça marche bien. On n'a pas fait, j'ai pas fait d'erreur. Donc j'attends pour que on sait donc le shell qu'on a mis, ça a marché et tout est bien. Des fois ça peut ne pas marcher, mais le shellcode peut ne pas marcher, donc il faut régénérer, essayer de retravailler correctement sur ça et ainsi de suite. Néanmoins, il y a, et pour Linux là, il y a un site web sur le shellcode pour Linux Shellstorm et c'est assez pratique. Shellstorm ici. Il y a je vais chercher Shellstorm shellcode. Et Shellstorm, ok, c'est ça qui est ici. Il y a plein de shellcode qui est ici. En voulant travailler là, pour différentes architectures, ainsi de suite. Donc, je viens très souvent ici quand je veux utiliser je veux chercher des CP, je ne veux pas écrire ça moi-même, je ne veux pas le couper avec Metasploit. Donc, je peux venir ici choisir en fonction de ce que je veux, de ce que je veux exécuter, ainsi de suite. Et puis, c'est beaucoup plus pratique. Il suffit juste de rassembler tous ces bits-là, tous ces bytes-là, et puis ça constitue le shellcode. Donc, on peut continuer avec notre. Donc, ici, on a parfaitement notre shell ici. Donc, si par exemple, je mets Huami, j'ai Huami, je fais un 10. 10, ça marche. Et je peux faire tout ce que je veux. Donc, les différents users là. Et puis, je peux continuer aussi. Et je peux continuer l'exploitation et aller faire du reverse escalation pour aller jusqu'en route. Je vois que jusque-là, je suis juste utilisateur et PUC. À ce niveau, il y a d'autres utilisateurs, Anansi, Rena, ainsi de suite. Donc,
Nous, notre méthode du moment, c'est juste d'exploiter ce binaire et d'obtenir un shell inversé sur la machine. C'est ce qu'on vient de faire. Et puis voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions ou autre chose. Allô? On dirait que je suis devenu seul. Non, c'est parce que les micros sont coupés, je crois. Ok, bon voilà. Allô? 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 Vous avez tous vos micros éteints là. Vous pouvez unmute vos micros s'il vous plaît. Bon. Ok, je sais pas pourquoi, je sais même pas si. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui. Ouais. Oui, on te Merci beaucoup, Sadok, merci beaucoup pour ta présentation, pour avoir déjà pris le temps de préparer ça. Et puis, parce que préparer un meet-up, c'est pas facile. Merci d'avoir pris le temps de préparer et de l'avoir présenté. Maintenant, je sais pas, est-ce que tout est bien compris? Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, c'est le moment de poser des questions, quoi. Allô? Oui, allô? Ouais. Bonsoir, Sadok, bonsoir Simon. Merci pour ta présentation, c'était excellent. Alors bon, pour ma part, moi j'ai une question. Au cas où on ne veut pas utiliser Shellstorm, au cas où on tombe sur un binaire un peu coriace et qu'on aimerait écrire un shellcode soi-même, comment est-ce qu'on peut faire de manière très rapide? Merci. Ok, d'accord. Bon, si tu soi-même veux écrire des shellcodes, si on ne veut pas utiliser Shellstorm, Metasploit, et MSF Venom, et ainsi de suite, il y a des outils sur Python que tu peux utiliser. Si tu veux que ça soit rapide, tu veux le faire rapidement, il y a Chesscraft dans Python, c'est un autre module de contour qu'on peut utiliser. Ou à part ça, tu écris le mieux là, le bon moyen, c'est d'écrire son propre shellcode dans l'assembleur. L'assembleur, ce n'est pas un langage compliqué. Moi, pratiquement, je pense que l'assembleur est plus facile que JavaScript. Et plus ou moins même, je dirais même que c'est beaucoup plus facile que le langage C. Parce que tu sais ce que tu fais. Donc, le mieux, c'est d'utiliser directement le langage d'assembleur. Là, quand tu écris, c'est que ça donne le résultat que tu attends. Ou bien, des fois, il y a des gens qui écrivent un code en C et compilent ça. Et puis, utilisent ça, compilent ça, et puis récupèrent les bêtes de ce qu'ils ont écrit en C. Donc, ils traduisent ça, ils récupèrent les opcodes du binaire. Et puis, cette méthode-là, ça ne marche pas très bien. Donc, le mieux, soit si tu ne veux pas utiliser Shellstorm, MSF Venom ou Chesscraft, le mieux, c'est d'écrire directement en assembleur. C'est l'assembleur qui est bien. Ok, merci beaucoup. Et comment on fait pour écrire ça en assembleur? Est-ce qu'il y a des choses précises? Si tu veux dire par exemple écrire un fichier, est-ce que tu as des recommandations pour pouvoir le faire? Oui, c'est comme écrire du code en C et compiler avec GCC. C'est tout simplement ça. Donc, l'assembleur, c'est aussi un langage de programmation. Donc, tu écris ça dans un fichier, tu nommes ça n'importe. Tu peux nommer ça comme tu veux. .asm par exemple. Donc, et puis après, il y a des linkers que tu peux utiliser, LDD, pour convertir ça en fichier et objet. Après ça, il faut lier ça. Donc, si tu convertis ça, tu vas lier ça. Donc, tu vas peut-être utiliser des fonctions, ainsi de suite, tous les mobs, les jumps. Donc, il faut lier ça. Et après lier, il faut obtenir un fichier exécutable. Donc, avec un petit recherche sur Internet, il y a des procédures pour le faire. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de tutoriels sur Internet pour le faire. Donc, c'est juste ce processus. Écrire ça, utiliser LDD sous. Moi, j'utilise très souvent sous Linux. Donc, rarement que je crée des shellcodes Windows. Donc,
LDD pour le faire et c'est tout. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, apparemment, non. Une fois encore, Sadok, merci beaucoup pour ta disponibilité. Et voilà. On espère qu'on a appris quand même un peu, même si c'est pas beaucoup. Et te revoir voilà, pour des prochaines formations. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô? merci à tous. Ok. Allez, merci beaucoup et je vous souhaite tout se passer. Ah, mais c'est comment il s'appelle? Aurette, je te laisse conclure. Ah, non, tu aurais pu. Bon, ok, merci à tous. Merci à ceux qui étaient là, même si le nombre n'était pas très important. Et j'espère que vous avez appris parce que voilà, il y avait beaucoup d'informations très importantes dans ce que Sadok nous a montré. Je vais vérifier de mon côté si l'enregistrement que j'ai essayé de faire est de qualité. Je ne sais pas trop parce que j'ai juste utilisé un outil sous Ubuntu là. Donc si c'est bon, on va essayer de voir comment uploader ça sur le drive et partager le lien. Donc merci à tous et bonne fin de journée. Merci beaucoup.